Donc aujourd'hui cette vidéo elle est un peu spéciale car je vais te parler de l'examen que j'ai passé pour être plombier chauffagiste. La vraie terminologie c'est pour être installateur en thermique et sanitaire. Donc je vais te présenter l'épreuve théorique, l'épreuve pratique, l'entretien technique et l'entretien final. Donc comment ça se déroule, comment ça se passe. Et après je vais te parler de ce que j'ai fait à l'examen au niveau de la pratique. Je vais te présenter ma cabine, comment ça s'est passé, tous les problèmes que j'ai eu, toutes les galères que j'ai eu, du temps que j'ai mis à faire la partie acier et la partie cuivre. Donc au cours de cette vidéo là je vais donner des petits conseils. Donc je rappelle que les conseilleurs sont pas les payeurs, donc ce que je te dis t'en fais ce que tu veux. En tout cas moi ça me fera un souvenir. Cette vidéo là est quand même assez particulière parce que cette formation, c'était une formation dont le niveau était vraiment très médiocre. Donc voilà, si tu veux faire la formation d'installateur thermique et sanitaire, ou si toi-même tu es en formation et que tu vas passer l'examen dans quelques mois, et bien cette vidéo là te donnera une idée de ce qui t'attend. Et surtout ça va te donner une idée de ce sur quoi tu dois faire très attention. Et donc cette vidéo est longue. Avertissement, dans ces vidéos il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête, tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Lorsque tu passes le titre d'installateur thermique et sanitaire, donc lorsque tu passes l'examen, tu as 4 épreuves. Tu as l'épreuve théorique, tu as l'épreuve pratique, que l'on appelle la mise en situation, tu as un entretien technique, et la 4e épreuve, c'est un entretien individuel. De toutes ces épreuves, l'épreuve la plus importante, bien sûr, c'est la mise en situation, donc c'est l'épreuve pratique, et l'entretien final. Alors, la première partie de l'examen, c'est l'épreuve théorique. Ça dure 2 heures. Donc, le jour de l'examen, comment ça se passe? À 8h30 à l'ouverture des plis. Donc, tu peux lire ce qu'on va te demander pendant tout l'examen. Et donc, l'épreuve théorique commence à 9h. Donc, de 9h à 9h30, on te donne l'annexe qu'il faut bien lire. Et après 9h30, on te donne le sujet d'examen. Et donc, après, tu as jusqu'à 11h pour le faire. Donc, l'examen dure 2 heures, mais tu as une demi-heure de lecture de l'annexe. C'est là où il va y avoir tout le dossier technique. Et après, donc, à 9h30, on te donne le sujet. Et donc, tu as 1h30 pour le faire. Donc, sur ce sujet, il y a 4 parties. Alors sur la partie 1, tu dois réaliser un schéma d'exécution d'une chaufferie et d'une petite puissance. La deuxième partie, tu as donc un bon de commande que tu dois comparer avec un bon de livraison et tu dois repérer s'il y a des éléments manquants ou si les éléments correspondent bien avec les références que tu as commandées. Dans la troisième partie, on te demande de réaliser un croquis d'exécution. Donc c'est du dessin technique. C'est en gros dessiner une pièce à façonner, à exécuter, à réaliser. Et donc après la dernière partie, la partie 4 qui est la plus longue. Donc tu as un petit dossier pour la réalisation sur plan, donc du tracé de parcours de réseau d'une installation individuelle de chauffage et de sanitaire. Donc il faut faire le schéma de principe d'une installation avec le descriptif des caractéristiques techniques de l'installation de chauffage et sanitaire qui sont données dans l'exercice de la partie 4. Donc quand tu fais ce genre d'épreuve, tu as intérêt d'avoir tous tes stylos, des crayons de couleur, une règle, une équerre, voire un compas, une gomme, parce que 1h30 pour tout faire, ça passe juste. C'est-à-dire qu'il faut pas trop te poser de questions, il faut avancer quoi. Il n'y a pas trop de rab. Moi j'ai fini en relisant bien sûr 10 minutes avant la fin. Du temps imparti. Donc il faut pas traîner. Parce que le plus long c'est de bien dessiner les schémas et les dessiner proprement. Donc ça prend du temps. Et je rajouterai que si tu as bien bossé tes schémas de principe, petite chaufferie, installation sanitaire, installation thermique, l'épreuve théorique passe relativement facilement. Le plus dur c'est bien gérer son temps pour pouvoir faire les 4 parties. Et donc, lorsque tu as fini l'épreuve théorique, donc nous on avait fini vers 11h, vu que ça se termine à 11h, donc après tu vas bouffer quoi, t'attends. Et après tu as ce qu'ils appellent la mise en situation, donc c'est l'épreuve pratique. Alors l'épreuve pratique va se passer en 2 temps, c'est-à-dire que avant l'examen, il y a une préparation de ta cabine. Je m'explique. Ton centre de formation reçoit pas le sujet, parce que le sujet est ouvert donc le jour de l'examen, mais ton centre de formation reçoit les éléments que tu dois avoir installés dans ta cabine. Par exemple, moi, le jour de l'examen, on avait déjà installé dans la cabine un cumulus, donc un chauffe-eau à accumulation électrique, un lavabo et un radiateur acier. Donc ça, c'est fait avant, parce que le jour de l'examen, ça, tu n'auras pas le temps de le faire, car installer ce genre d'éléments, ça prend du temps. Sachant que l'examen pratique dure 12 heures. Et 12 heures, c'est juste. En gros, c'est 6 heures pour la partie cuivre et 6 heures pour la partie acier. Donc, la partie pratique commence à 13 heures et finit à 17 heures. Donc déjà, tu as passé 4 heures sur le sujet. Et donc après, tu reprends le lendemain. Et donc là, par contre, tu fais 8 heures, 12 heures, 13 heures
16h-17h, donc tu passes 8 heures. Et donc en tout, la partie pratique dure 12 heures. Et on va le voir, 12 heures, c'est pas beaucoup, c'est juste. Je rajouterai aussi que la cabine que tu prépares, donc c'est celle que tu es actuellement donc en formation. Mais le jour de l'examen, tu as un tirage au sort de la cabine. C'est-à-dire que la cabine que tu prépares, eh bien tu ne tomberas pas forcément sur celle-là. Donc moi, ça a été le cas. J'ai préparé une cabine, mais j'ai dû faire mon examen sur une autre cabine. Ce qui peut poser beaucoup de problèmes car on va en parler après. Et troisièmement, je l'ai pas dit. Donc tu prépares une cabine donc avec le matériel de mon examen. Bien sûr, le matériel est posé par rapport à des cotes. Et bien sûr, tous les éléments que tu auras besoin le jour de l'examen, c'est-à-dire le cuivre, l'acier. Donc ton formateur est censé préparer l'examen. C'est-à-dire qu'il va avoir une liste avec le métier, avec le matériel dont tu auras besoin. Et tu vas mettre tout ça dans un carton que tu mettras dans la cabine que tu prépares. Et tu mettras aussi tout ton métier, c'est-à-dire tout ton PVC, tout ton cuivre et tout ton acier. À noter que le métier est juste, c'est-à-dire que tu n'as pas 1 mètre de rame. Je l'ai vu sur le cuivre, tu as 10 cm de rame. Donc quand tu rates ta pièce, eh bien il faut que tu la récupères, que tu la retravailles. Tu peux pas reprendre une autre barre de cuivre. C'est ça que je veux dire. Pour l'acier, c'est la même chose. Donc ça, c'est important aussi, la préparation, parce qu'on va en parler. Moi, j'ai eu des gros soucis le jour de l'examen, car comme je te l'ai dit, la formation que j'ai faite, c'était n'importe quoi. Le niveau était médiocre. C'était vraiment la fête du CIP. C'est une formation qui était pourrie. Tout ce que j'ai appris sur l'acier, c'est de l'auto-formation, et sur le cuivre, c'est l'auto-formation à 90%. C'est pour cela que je dis et je me permets de dire que c'est une formation qui est pourrie, car il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues, dont les techniques avancées sur le cuivre et l'acier, et surtout l'acier, parce que l'acier, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est quand même beaucoup plus technique à travailler que le cuivre, et c'est beaucoup plus long et difficile. À la fin de la vidéo, j'apporte des compléments d'information sur ce que je n'ai pas vu, et bien sûr, c'est des choses que j'aurais aimé voir. Et donc, même le jour de l'examen, ça a été la merde. Alors après, dans la vidéo, je présenterai ce que j'ai fait à l'examen au niveau pratique. Donc là, je vais continuer à présenter l'examen. Donc après, tu as l'entretien technique. Alors l'entretien technique se fait avec le jury, donc c'est une épreuve orale, ça dure 30 minutes et lorsque tu vois donc le jury à qui tu fais l'entretien technique, il a déjà corrigé, il a déjà vu ce que tu as fait donc sur l'épreuve théorique et il a déjà corrigé et il a déjà vu ce que tu as fait dans l'épreuve pratique, la mise en situation. Donc moi là où j'étais, l'entretien technique c'était donc sur une petite installation de solaire thermique et donc le jury, donc c'est un binôme, ils sont deux et puis ils te posent des questions dessus sur le fonctionnement d'une installation donc saisie, donc le chauffe-eau solaire individuel, hein, donc là on est sur du particulier. Donc voilà, donc si t'as un peu merdé la théorie et si t'as beaucoup merdé la pratique, car la pratique c'est ce qui est le plus important, donc le jury va te poser des questions plus ou moins et donc là il va falloir être bon pour récupérer donc les points qui est récupéré sur les autres épreuves si elles ont été moyennes. Après si t'as bien réussi la théorie, t'as bien réussi la pratique, comme j'ai dit la pratique c'est ce qui est le plus important, 80%, donc après l'entretien technique surtout sur du solaire, c'est pas bien compliqué. En tout cas, au niveau où on le fait. C'est-à-dire, explique-moi comment fonctionne l'installation. Tu vois, à quoi ça sert ça, ce genre de choses. Donne-moi les valeurs de réglage de l'enclenchement et déclenchement de la pompe, du capteur solaire, etc. Et après, tu as l'épreuve qui est l'entretien final et qui dure 20 minutes. Alors ça peut durer plus longtemps pour les gens à problème. Alors quand tu vas à l'entretien final, déjà il faut que tu aies fait le dossier professionnel, c'est obligatoire, pour pouvoir passer le titre professionnel d'installateur en thermique et sanitaire. Donc le dossier professionnel, ça récapitule un peu ce que tu as vu pendant la formation, sur le plan pratique et même sur le plan théorique si tu veux. Donc moi sur mon dossier professionnel, j'ai mis que ce que j'avais vu en période d'application d'entreprise, c'est-à-dire en stage. Dans ce dossier professionnel, pour chaque activité principale de la formation d'installateur en thermique et sanitaire, tu dois mettre quelques exemples de ce que tu sais faire, de ce que tu as fait. Voilà, donc tu mets des photos et tu mets des commentaires. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Après, bien sûr, tout ce que tu mets dans ton dossier professionnel, il faut que tu sois capable de l'expliquer ou de le défendre devant le jury. Ce que je veux dire que mentir pendant un examen, si le jury s'en rend compte, ça peut te coûter l'examen. Alors, les 3 activités types à remplir dans le dossier professionnel, donc c'est l'activité type 1, réaliser des éléments d'installation de chauffage et de sanitaire. L'activité type 2, c'est préparer la mise en œuvre d'installations individuelles et de chauffage et de sanitaire dans une démarche de développement durable. Et l'activité type 3, c'est réaliser des installations collectives de chauffage et de sanitaire. Donc moi, par exemple, sur l'activité type 3, vu que j'avais rien fait de significatif en formation, vu qu'on était en auto-formation, eh bien j'ai mis en exemple numéro 1, réparation d'un coup de cassé qui rentre dans une évacuation de 160 mm. Voilà. Alors bien sûr, je l'ai pas dit, mais je vais le dire, même si tu fais une formation merdique, faut pas le dire au jury, tu vois. Il faut dire que bon voilà, il y a peut-être eu des soucis, qu'on n'a pas tout vu, mais il faut pas être négatif. Quand tu fais un entretien final comme ça, il faut toujours être positif, aller de l'avant, parce que là, les gens que tu as en jury, ce sont soit des responsables d'entreprise, soit des responsables travaux, soit c'est des artisans, donc c'est des gens qui vont regarder l'attitude, le comportement
car en entreprise, le comportement c'est très important, parce que la technique ça s'apprend, le comportement ça ne s'apprend pas. Donc l'entretien final est très important pour les gens qui ont raté la pratique. C'est-à-dire que même si tu as raté la pratique, tu peux avoir l'examen. Parce que nous on était 15 à passer l'examen, sur les 15, il y en a que 5 ou 6 qui ont pu mettre en eau. C'est-à-dire que tous les autres ne pouvaient pas mettre en eau parce qu'il manquait soit une vanne, soit un raccord. C'est-à-dire que quand l'examen se termine, donc le gars qui contrôle peut te laisser peut-être 10 minutes, 15 minutes, voire 20 minutes de rab. Donc l'examen dure 12 heures, mais peut-être qu'il peut faire une fleur de 20 minutes et dire que l'examen va durer 12h20, mais voilà, ça s'arrêtera là. Je veux dire, l'examen, il va pas durer 14 heures. Donc il y en a qui n'avaient pas fini la pause, et donc pour pouvoir mettre en eau, il faut au moins qu'il y ait la vanne, qu'il y ait les raccords, quoi, sinon tu peux pas mettre en eau, tu vois. Et donc il y a des gens donc, qui avaient fait l'examen, mais qui ne pouvaient pas mettre en eau. Donc si tu peux mettre en eau, tu peux pas contrôler s'il y a des fuites ou pas. Et puis il y en a qui étaient vraiment très en retard. C'est pour ça que l'entretien final est très important. Je veux dire par là, c'est que les gens qui sont artisans, tout ça, c'est pas des gens de l'éducation nationale. C'est-à-dire que le module, ce qu'ils appellent aussi le CCP, soit tu l'as ou soit tu l'as pas. Je veux dire par là, si tu vas pas avoir une note 7 sur 20, 12 sur 20. Pas du tout la culture éducation nationale. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et dans le monde du travail, c'est comme ça que ça marche. Il y a un boulot à faire, soit tu fais le boulot, soit tu fais pas le boulot. Il n'y a pas de 12 sur 20, tu vois, il n'y a pas de note. Dans le monde du travail, la note, c'est plutôt le salaire. Dans le monde du travail, dans le monde réel, des fois, tu peux avoir des impondérables, des soucis, et le temps imparti pour faire la tâche, eh bien, tu peux pas le faire parce que, voilà, il y a un problème quelque part. Donc après, ce qu'on va voir, c'est ta capacité d'adaptation. C'est-à-dire que voilà, si la tâche, il faut la faire en 1 heure, si tu mets 1h30, bon, c'est pas normal, mais pourquoi tu as mis 1h30 pour faire cette tâche-là? Donc même si t'as pas mis en eau ton installation, c'est pas pour ça que tu auras pas l'examen. Sachant que le but, quand tu fais ce genre de titre professionnel-là, c'est que un maximum de personnes aient l'examen, mais il y a un minimum. Par exemple, nous, on était 15, sur 15, il y en a 2 qui l'ont pas eu. Donc tout le monde ne l'a pas eu. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le dossier professionnel est très important à faire si tu vas à la repêche, parce qu'en gros, l'entretien final, donc voilà, tu vas voir les gars, tu vas leur dire bonjour, ils vont te poser des questions du style, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Mais bon, si tout s'est bien passé, bon voilà, la messe est dite, quoi. Par contre, si t'as merdé la pratique, surtout, bah là, par contre, il va falloir être bon parce que c'est là où tout se joue. Et donc, si t'es pas bon à l'oral, si t'es pas capable de vendre ton beefsteak, si t'es pas capable de défendre ton truc, de bien expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça, si tu n'es pas convaincant, eh bien, le jury peut dire que t'as pas le niveau pour avoir le titre professionnel d'installateur en thermique et sanitaire. Donc, tu peux avoir différents modules, hein, parce que tu peux rater l'examen, mais avoir plusieurs modules, sachant que pour avoir les titres, il faut avoir tous les modules. Donc voilà, donc si tu es moyen sur la pratique, si tu le sens pas, t'as intérêt de bien faire ton dossier professionnel et de ne pas le bâcler. Parce que sur les gens qui l'ont pas eu, donc il y en a 2, il y en a un qui avait bâclé son dossier professionnel. Mais après, quand t'es dans le jury, il faut expliquer tout ça. Et là, c'est compliqué. Alors maintenant que j'ai présenté à peu près comment ça se passait au niveau de l'examen, je vais présenter ma cabine et comment ça s'est passé pour moi. Alors, moi, lors de l'examen, sur la pratique, donc il peut y avoir différents sujets, hein, suivant les années. Donc, sur la partie sanitaire, j'ai eu un lavabo et un cumulus, et sur la partie acier, j'ai eu un radiateur. Donc, comme je l'ai dit, la première chose à faire, c'est préparer la cabine, parce que le jour de l'examen, en 12 heures, t'as pas le temps de poser un lavabo, un cumulus, un radiateur acier, et après faire tous les traçages, la pose de tous les colliers et tous les façonnages. Donc, une semaine avant l'examen, on prépare les cabines. Donc là, je vais te montrer la cabine que moi, j'ai préparée. Alors, la cabine que j'ai préparée ici, là, que tu vois, je ne suis pas passé dans cette cabine-là pour faire l'examen. Parce que quand tu commences l'examen théorique, donc l'épreuve théorique, avant, il y a un tirage au sort. Un tirage au sort qui va attribuer les cabines. Donc moi, j'étais sur une autre cabine. Mais comme tu vois, souvent en centre de formation, tu peux avoir du vieux matériel. Donc préparer la cabine, c'est important. Par exemple, le plus important pour moi, c'est le radiateur acier. Parce que l'acier, donc c'est rigide. L'acier, c'est quand même long à travailler. Et si tu as ton radiateur qui tient mal parce que les fixations sont pétées, eh bien, le jour de l'examen, tu vas péter un plomb. Donc ça, c'est un radiateur. Donc c'était le mien que j'avais dans ma cabine. Donc je le connaissais. Et les fixations étaient un peu cassées, mais bon, je savais jusqu'où je pouvais aller. Donc moi, j'ai récupéré une autre cabine. Et sur la cabine que j'ai récupérée, donc le T de réglage, là, il était cassé, tu vois. C'est-à-dire que le T de réglage, là, bon, celui-là, il est bon parce que c'est moi qui l'ai mis. Mais c'est pas parce que tu vois un T de réglage qu'il est bon. C'est-à-dire que des fois, il y en a. Donc ça, c'est, je crois, c'est du laiton. Bon, je sais pas en quelle matière c'est. Mais c'est quand même assez mou. Si tu forces trop avec la multiprise, eh bien, tu peux ovaliser l'orifice. Ce qui fait qu'après, tu peux plus visser ton tube. Et après, je rappelle que quand tu fais une installation, il faut qu'elle soit étanche. Donc la mise sous pression, donc la pression du réseau, c'est 2 bar 5. Donc voilà, si tu vises mais tu vois que c'est ovalisé, ben, tu sais que la pièce est défectueuse et qu'à la mise en eau, ça va pas le faire du tout. D'ailleurs, si c'est ovalisé
visser, tu ne pourras pas visser ton tube. C'est ce qui m'est arrivé le jour de l'examen. Donc moi j'avais bien contrôlé le robinet radiateur, le T de réglage. À l'examen, moi, on le verra après, parce que je vais montrer à la cabine que j'ai eu l'examen. J'ai eu le T qui était mort, donc j'ai pété un plomb parce que pour trouver un T, là où j'étais c'était la croix et la bannière. Donc j'ai dû perdre un quart d'heure pour cette saloperie. Après c'est pareil là tu as le groupe de maintien de pression, mais des fois il y en a là, donc ça se voit pas. Moi le mien il est bon, et des fois cette partie là elle peut être cassée ici, ce qui fait que ça peut tenir par le Saint-Esprit. Donc c'est pareil, le jour de l'examen ça craint quoi. Et après bien sûr il y a le respect des cotes. Donc là nous avec le jury qu'on a eu, ils regardaient pas trop les cotes, et heureusement, parce qu'il y en a, bon ils posent les trucs, ils savent qu'il va y avoir un tirage au sort, donc il y en a ils s'en foutent un peu tu vois, parce que poser un radiateur, poser un lavabo, poser un chauffe-eau électrique pile poil par rapport donc aux cotes qu'il y avait pour le sujet d'examen, ça prend du temps tu vois, il faut être méticuleux, mais il y en a qui s'en branlent. Et après une autre difficulté quand on a ce genre d'examen dans ce type de cabine là, c'est que c'est des panneaux en bois agglomérés là, et tu vois que le bois est tordu, donc quand tu fais du façonnage tu peux avoir des surprises. Donc là tu peux voir ma cabine, et donc la cabine que j'ai préparée, et cette cabine je ne l'ai pas eu à l'examen car au tirage au sort j'ai tiré une autre cabine. Donc sur cette photo, tu peux voir le résultat final après 12 heures de travail. Donc je vais d'abord présenter la partie acier, après je vais présenter la partie cuivre. Mais avant de faire cette présentation-là, je vais parler de comment ça s'est passé. Alors, sur le temps alloué de 12 heures, il m'a fallu 11h45 pour faire l'installation. C'est-à-dire qu'après 11h45, je pouvais mettre en eau. Alors moi, je n'ai pas mis en eau, car comme il me restait un quart d'heure, j'ai nettoyé tout le chantier. Car j'avais de la merde partout, c'est-à-dire que j'ai nettoyé la cabine, ainsi que l'établi et tout ce qu'il y avait autour de l'établi, et donc le temps que je nettoie tout, j'ai passé 12 heures complètes sur l'installation. Comme je l'ai dit, on avait commencé le mardi après-midi, donc on avait 4 heures d'atelier, et je pensais qu'en 4 heures, j'aurais fini l'acier. Ce qui n'a pas été le cas, car j'ai eu des soucis avec l'acier, des gros soucis qui m'ont fait perdre énormément de temps. Donc j'ai mis, je crois, 5h45 pour faire l'acier, et après le cuir aussi, j'ai eu des soucis, donc en gros j'ai mis 11h45, et c'est vrai que sur le temps alloué 12 heures, si tu réussis tout du premier coup, si tu n'as pas de soucis, tu peux le finir 2 à 3 heures en avance. C'est-à-dire que tu peux mettre 9 heures pour faire tout ça. Donc là maintenant, je vais te présenter la partie acier et je vais détailler un petit peu tous les problèmes que j'ai eu. Alors cette photo, je l'ai prise après 4 heures de travail, c'est-à-dire donc 5 heures arrive, et donc le surveillant nous dit c'est fini, vous sortez, et donc après tu continues le lendemain matin. Donc j'étais un peu dégoûté après 4 heures, parce que tu vois qu'en 4 heures j'ai fait quoi? Donc j'ai coupé mes 2 tubes, parce que le métré sur l'acier est quand même assez juste, donc il faut pas te planter lorsque tu coupes ton tube acier, c'est-à-dire pour pas que tu te retrouves avec un morceau trop long puis ici un morceau trop court, ce qui te forcera à rallonger un tube en le soudant, donc tu perdras encore plus de temps. Donc là j'ai fait cette longueur là, donc là c'est un coudre cintré, donc cintré à la cintreuse hydraulique, tu le vois ici là, et ici c'est fileté. Ici c'est fileté parce qu'ici il va y avoir un bouchon, là il va y avoir une réduction et un purgeur d'air, comme il y a ici. Donc ici tu as une barre droite, et ici là par contre tu as un coude à 90 degrés à souder, donc là j'ai fait les deux soudures, donc tu vois comme ça là. Là tu as un piquage à faire, donc ici il est fait et puis le tube est soudé, et il faut se raccorder sur le robinet ici. Donc je l'ai pas dit ici, mais là j'ai fait un dessautage, donc c'est pas vraiment une cuillère parce que ça ressemble pas à une cuillère, mais parce que ça c'est une sorte de coude, donc tu dois te raccorder sur le retour du radiateur. Donc ici là il me manque à faire le piquage et à souder, ici il me manque à faire un piquage, à souder une barre droite, faire le filetage pour pouvoir mettre ici là un disconnecteur. Donc quand je reviens le lendemain, je me dis que j'ai que 2 heures pour finir le boulot, c'est à dire qu'il faut que je garde au moins 6 heures pour pouvoir faire le PVC et le cuivre. Donc quand j'arrive j'ai quand même la pression, parce que là déjà que la veille j'étais à bloc, donc il y a quand même encore du taf là. Alors déjà le premier problème que j'ai rencontré, c'est quand j'ai fait ce coude à 90 degrés là, parce que la cintreuse hydraulique que j'utilisais, la Virax, il n'y avait plus assez d'huile, et donc je pouvais plus cintrer. Donc là où j'étais on avait 3 cintreuses hydrauliques, et donc très vite dès le début de l'examen il n'y en avait eu plus que 2. Donc moi j'avais signalé qu'elle marchait plus cette cintreuse, qu'il fallait rajouter de l'huile. Donc au surveillant, ou voilà, après le surveillant il va voir le formateur, il se démerde, mais bon voilà, il l'a signalé, mais on n'a jamais eu d'huile dans cette putain de cintreuse hydraulique, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à l'examen avec 2 cintreuses hydrauliques pour 15 personnes. Donc tu vois déjà le problème. Donc ça m'a fait perdre du temps, ça. Que j'ai dû prendre une autre cintreuse hydraulique, donc en plus on avait une cintreuse hydraulique d'une autre marque, donc on avait
une Virax et l'autre, je m'en souviens plus, mais c'était une autre marque. Et donc après, c'est pas les mêmes rayons de cintrage et donc ça fait un coude un peu bizarre. On le verra quand je vais zoomer dessus, c'est pas top. Ça a été le premier gros problème. Le deuxième problème, on le voit ici là. Quand j'ai mis mes colliers, tu vois que les colliers, j'ai dû les mettre en quinconce parce que je pouvais pas les mettre alignés parce qu'ils étaient trop collés. Donc j'ai dû faire ce petit décalage là. Donc après, bien sûr, quand j'ai commencé à attaquer, à tracer et à mettre mes colliers, j'ai pas bataillé, j'ai enchaîné parce que sinon j'aurais jamais pu finir l'examen en 12 heures. Parce que quand j'ai commencé l'acier, j'ai commencé à faire les traçages et c'est après que j'ai vu qu'au niveau des colliers, bon, il y avait un souci. Donc là où j'étais, on n'avait pas trop de matos. Donc moi, le jour de l'examen, j'ai amené ma visseuse avec mes forêts pour pouvoir justement percer ce bois là pour pouvoir mettre mes colliers. Parce que s'il avait fallu courir après la visseuse, il y en avait qu'une ou deux, je crois, pour 15. Bon voilà, ça aurait été le gros bordel, j'aurais perdu encore plus de temps. D'ailleurs, on était plusieurs à avoir amené notre propre visseuse. Parce que là, au moins, t'avances. Donc après, là, la pièce qui a été la plus longue à faire, la plus chiante et qui m'a coûté énormément de temps, c'est celle-là là. Donc ça, c'est le retour, c'est le dessautage qui va sur le T de réglage. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris un bout de tube que j'ai fileté. Donc nous, pour 15, on avait que 2 filières. Donc 2 filières pour 15, je peux te dire que elle est où la filière et puis voilà quoi. Donc c'était un peu tendu à ce niveau-là. De plus, c'est que les filières, faut les utiliser. Donc je crois que c'était une filière en 1,5 pouce. Les peignes s'usent. Bon, ça a été quand même un gros bordel à ce niveau-là, au niveau des filières. Donc déjà, perte de temps à ce niveau-là. Donc une fois que j'ai fait le filet donc dans ce tube-là, j'ai constaté tout de suite que j'ai voulu contrôler mon T de réglage, que le T de réglage était mort. Donc là, celui-là que tu vois, c'est un 9. Mais pour le trouver, ce 9, j'ai dû aller le chercher. Donc déjà, il n'y avait pas de formateur. Donc j'ai dû le chercher parce que, bien sûr, le magasin était fermé à clé. Donc tu vas au magasin, tu vas au niveau des T de réglage, il n'y en a plus. Il reste que des cadavres. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui m'a toujours fait halluciner. Des gens qui gardent les pièces qui sont mortes, qui vont les mettre au magasin, tu vois. Quand c'est mort, tu le balances. Tu mets que des pièces qui sont fonctionnelles dans un magasin. Quand je dis qu'elles étaient mortes, c'est-à-dire qu'il manquait le carré à l'intérieur, ce qui fait que tu ne pouvais pas la mettre en pression, cette pièce-là. Tu pouvais pas faire l'étanchéité. Donc une fois que, déjà, j'étais énervé, hein. Donc une fois que je trouve cette pièce de merde, parce que c'est pas normal quand l'examen, tu perds un quart d'heure pour ça, tu vois. Parce que théoriquement, l'examen, toutes les pièces que tu as là, on te les donne dans un carton, tout a été contrôlé et tout est fonctionnel. C'est-à-dire que t'as plus qu'à dérouler, à faire le boulot, poser. Et c'est ça le gros problème du tirage au sort, c'est que toi, quand tu prépares ta cabine, tu contrôles toutes les pièces qu'il y a dans ce carton, mais quand tu tires au sort et que tu tombes pas sur ta cabine, ben tu tombes sur la cabine d'un autre collègue qui est censé avoir contrôlé, mais tu te rends compte que dans l'eau, il y a toujours des mecs qui s'en branlent. Puis des fois, ça tombe dessus. Donc moi, j'étais pas le plus à plaindre, hein. Donc quand je dis que j'étais pas le plus à plaindre, j'ai eu un collègue. Alors j'ai eu un collègue, un truc de fou. Donc tu vois, ici, bon, on le voit pas trop, mais il y a des cabines où la planche s'est arrêtée ici, et puis en bas, il y avait une autre planche pour faire la jonction avec le sol. Et donc tu vois qu'en bas, là, j'ai mon tuyau de retour et les colliers qui sont là. Et bien, j'ai un collègue, la partie basse, et ben il avait pas de planche, ce qui fait qu'il avait un gros changement de niveau, il pouvait pas mettre son tuyau. En plus, il était pas très doué au niveau, quoi, il avait plus de difficultés que les autres, et donc lui, ça lui a fait perdre un temps de fou furieux, et d'ailleurs, il a pas eu l'examen, lui. En plus, c'était un gars qui était quand même sympa, qui était motivé, mais bon, moi, un truc comme ça m'aurait arrivé à l'examen, j'aurais pété un scandale, mais un truc de fou, quoi, j'aurais explosé, c'est-à-dire que le surveillant, je l'aurais pris gentiment, je lui aurais dit, bon, là, comment on fait, là, chef, là, et si il n'y avait pas une solution, on va dire, du type je te rajoute 1h30 sur le temps d'examen, parce que là pour récupérer un changement de niveau avec les colliers et tout, tu perds 1 heure, surtout là où j'étais pour trouver du matos, c'était la misère absolue. Mais là j'aurais explosé, j'aurais pris le mec qui avait dans cette cabine là, j'aurais pris par la peau du cul, je l'aurais mis dans cette cabine là et moi j'aurais pris sa cabine, parce que ça il faut le voir. Donc malheureusement ce gars là a peu l'examen parce qu'en plus il était d'origine portugaise et donc il parlait mal le français, donc il avait du mal à s'exprimer et donc à l'oral ça lui a joué de mauvais tours. Mais ça tu vois, pour ça je disais que la formation était pourrie et elle a été pourrie jusqu'au bout, c'est que même le jour de l'examen, c'était la fête du slip, quoi, au niveau de la préparation, quoi. Donc là, j'ai perdu du temps. Et après, donc, comme là où j'étais, donc sur la scie, on avait fait que l'auto-formation. On n'avait jamais appris à cintrer avec le bout de feu. Alors, quand tu dois faire une cuillère et que cette cuillère est fitée, tu vois bien que si tu fais le filetage ici, tu pourras pas la mettre dans la ceinture hydraulique et la cintrer parce que ça sera trop court. Donc, il y a un objet qui s'appelle le bout de feu. Tu le mets et théoriquement, tu peux cintrer avec ça. Le seul souci, c'est que moi, quand j'avais fait mes tests en auto-formation, à chaque fois que j'avais voulu utiliser le bout de feu, à chaque fois, j'avais pété le filetage. Donc, le jour de l'examen, je me suis pas amusé à faire un test avec ça. C'est-à-dire que quand tu as un examen, tu utilises que les méthodes qui ont fait leur preuve. Tu improvises pas. Tu fais des trucs qui sont sûrs à 100%. Que le temps est tellement limité que si tu te rates trop, le temps que tu vas perdre pour récupérer la pièce, tu peux être hors temps. Donc j'ai pris ce bout de tube, je l'ai passé à la filière et après le cintrage qui est ici, là, je l'ai fait à chaud. Je l'ai fait à chaud, mais manque de bol, c'est quand je l'ai fait, bon le tube était trop grand, je l'ai coupé et ça c'est une phase qui est très délicate, ultra sensible. Je l'ai coupé trop court. Ce qui fait que je n'ai pas voulu refaire la pièce parce que c'était la merde pour avoir la filière
cuillère, puis au niveau de l'acier j'étais un peu juste. Je me suis dit, ce que j'avais déjà fait, je vais récupérer ma cuillère, c'est-à-dire que je vais avec le métal d'apport, donc avec l'acier, je vais combler le trou là. Donc là je t'ai mis un petit zoom sur ma cuillère et tu vois tout ce qui me manque là. Donc derrière, grâce au piquage, j'ai relevé les bords et sur l'autre côté j'ai bien relevé les bords pour pouvoir pointer la pièce. Mais tu vois quand même je dois boucher 4 à 5 mm. Donc ça j'avais déjà fait en m'entraînant en auto-formation. Mais là c'est chaud et pour faire ça se fait pas en 5 minutes. Donc là j'ai perdu énormément de temps avec cette saloperie de cuillère là, ce dessautage qui m'a fait perdre un temps fou. Parce que ça tu le réussis du premier coup, voilà t'enchaînes quoi. Mais si tu dois passer une demi-heure à boucher tout ça là, parce que ça à faire c'est long. Hein. Rien que sur cette pièce là, j'ai passé facile 1 heure et demie. En comptant le filetage de la cuillère, le cintrage à chaud et à vide, le fait de faire le piquage, de relever les bords et après de combler le trou là, tout autour. J'ai dû passer facilement 1 heure et demie. J'ai passé une grande partie de mon temps là-dessus. Donc là, tu vois l'autre partie là du dessautage. En plus, comme un con, à un moment donné, donc je mets, bon, c'est pas vraiment une cuillère, hein, que ça ressemble plus à un coude, parce qu'une cuillère, ça passe cette forme-là. Et donc comme un con, je prends la meuleuse et je m'amuse à faire une sorte de gueule de loup, tu vois. Donc en plus, là, j'ai perdu de la matière inutilement. Donc là, ce que je vais faire là, c'est surtout pointer la pièce en position, parce qu'une fois que la pièce sera pointée, après, je vais pouvoir souder, parce que ça, tu peux pas le pointer à l'établi, hein, parce qu'après, il faut que ça rentre pile poil sur le T de réglage du radiateur. Donc c'est pas comme le cuivre là. Et là t'as quand même une certaine épaisseur. Le diamètre je crois que c'est du 15-21. Donc t'as 2,3 mm d'épaisseur sur l'acier. Donc voilà, tu bouges pas ça comme ça quoi. Donc là j'ai passé donc mon dessautage. Je vais pointer en position pour plus que ça bouge. Donc là ce que je fais c'est là je prends du papier essuie-tout. Je le mouille, je le mets sur le T de réglage pour pas le bousiller. Et là donc j'ai des colliers isophoniques. Donc pour pas bousiller le caoutchouc, pour pas que ça brûle, je protège tous les colliers donc que je mouille. Et pareil ici. Parce que là faut vraiment que la pièce soit bien en position parce que tu vois là le radiateur je peux pas le soulever quoi. Si je le soulève, comme à droite j'ai fait le raccordement, ça se joue là au millimètre là. Donc là la pièce est bien positionnée et là je vais pointer là. Donc là derrière j'ai mis une protection bien sûr pour pas cramer le mur hein. Donc là je vais pointer et une fois que cette pièce là est pointée, je vais pouvoir amener l'ensemble à l'étau. Donc là j'ai bloqué mon tube à l'étau, donc tu vois que de l'autre côté c'est pointé. Donc tu vois que j'ai tout ça rebouché. Donc là il y a 4-5 mm de vide hein. Et je vais faire tout ça avec une baguette acier, donc avec du métal d'apport. Donc là il faut mieux prendre une grosse baguette hein, pour aller plus vite. Quand j'ai une grosse baguette, c'est une baguette avec un diamètre assez large. Et donc là tu vois le résultat. Donc là j'ai réussi à poser mon dessautage. Donc tu vois que c'est pas une cuillère, parce qu'une cuillère ça fait comme ça. Et après il y a une partie plate. Là tu vois qu'il n'y a pas de partie plate, c'est vraiment trop rapproché. D'ailleurs avec les rayons de cintrage à la source hydraulique, j'aurais pas pu le faire quoi. Pour ça que je l'ai fait à chaud et à vide. Parce que pour faire au sable, il aurait fallu avoir du sable et puis il n'y avait pas de sable. Donc là, j'ai raccordé ici, donc raccordement conique. Là, filasse et colmate. Donc là, tu vois le petit dessautage. Donc je passe ce tuyau là. Donc là, tu vois ma soudure là. Donc j'ai vraiment chargé hein, au niveau de l'acier et c'est bien fusionné là. Il n'y a pas de souci, mais c'est long à faire. Et là, on peut voir de l'autre côté. Donc là, de l'autre côté, c'est un petit peu moins joli. Donc faut savoir que, comme j'ai dit, j'ai fini l'examen après 11h40, 11h45. Après, j'ai nettoyé. Donc après 12h, je suis sorti de l'atelier. Et donc moi quand je suis passé avec le jury, donc il a pas voulu mettre en eau. Mais moi par contre, lorsque l'examen s'est terminé, donc quand l'examen est terminé, on a accès de nouveaux cabines, j'ai mis en eau et j'ai mis à la pression du réseau, quoi, de bar 5. Et j'ai pu constater que sur mes soudures, parce que c'est ça que je voulais voir, il n'y avait pas de fuite sur mes soudures acier, comme ici là, et d'ailleurs ni sur le cuivre. Et donc après presque 6 heures de travail, j'ai enfin fini l'acier. Donc je me suis dit, bah t'as plus que 6 heures pour faire le PVC et le cuivre, donc c'est chaud. C'est-à-dire que j'ai fini donc le mardi à 9h45. Et donc l'examen se terminait le mardi à 17h. Donc il me restait 6 heures pour faire le boulot. Donc ici, on voit que la distance entre les deux tubes qu'il y a ici là et ici, c'est pas la même. Ici, c'est plus rapproché. Donc là, je pense que ici là, j'aurais dû faire un tour de plus, serrer un tour de plus complet pour pouvoir remonter le tuyau. Ce que je n'ai pas fait car lorsque j'ai constaté ça, vu la quantité de travail qui me restait à faire, bon, j'ai vu que c'était fait. Pour moi, tout était étanche, donc j'ai enchaîné. Mais là, je pense qu'en dévissant ici, en resserrant un tour, j'aurais pu gagner peut-être 3-4 mm à ce niveau-là, parce que la distance qu'il y a ici et ici, c'est la même. Après, au défaut, bon là, c'est pas méchant non plus. Tu vois que j'ai deux purgeurs différents, parce que c'est pareil, à l'examen, on te file des trucs de récup. Donc là, j'ai un neuf, là, j'ai un vieux. Donc ils ont pas la même hauteur. Donc là, c'est pareil au niveau des tubes, j'aurais pu faire un truc de même niveau. Donc à noter, là, j'ai mis le disconnecteur, la vanne. Ici, je vais mettre un multicouche. Et ici, là, après, là, je vais repartir en cuivre, là. Donc le multicouche, je le ferai en dernier. Donc à l'examen, le jury m'a fait
fait remarquer que ici j'avais pas mis de collier, c'est vrai. Donc il faut savoir que c'est du tube acier, hein, je crois que c'est du 15-21 et c'est super rigide, donc bon, mettre un collier pourquoi pas, mais vu qu'elle est collée ici, le tube il risque pas de bouger. Hein. Par contre c'est vrai que si on tire très fort dessus, comme il n'y a pas de collier, tu peux déboîter le radiateur. D'ailleurs tu le vois bien ici là, il y a une démarcation ici et ici, c'est que là tu vois tu as un bout de planche là pour aller donc jusqu'en bas, et sans ce bout de planche tu vois je peux pas mettre mes colliers de retour là, parce que c'est vrai que la position du radiateur quand même est relativement basse, et si tu veux mettre plus d'espace entre tes tuyaux, bah t'es obligé de descendre. Mais après quand t'as le sol qui est à ras, tu vois, donc si tu veux mettre une plainte, c'est vrai qu'au niveau de la position du radiateur, au niveau de l'examen, je trouve ça bizarre que le radiateur soit aussi bas, parce que là sur l'acier, bon voilà, t'as l'air en cintrage, t'as des choses à prendre en compte qui font que il faut qu'il soit une certaine hauteur. Hein. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la deuxième partie qui est la partie cuivre. Et là aussi ça s'est mal passé. Alors bien sûr, avant de poser le cuivre, j'ai d'abord posé le PVC. Alors dans la partie cuivre, j'ai commencé donc par ce tube là. Donc on verra que ici là il y a deux chapeaux gendarmes inversés, et ici j'ai fait un chapeau gendarme de l'autre côté. Donc faut savoir que moi lorsque j'étais en auto-formation, lorsqu'on faisait des exercices là, les chapeaux de gendarme on les faisait toujours devant comme ça, et puis à l'examen, ce qui était demandé sur le sujet c'est de faire des chapeaux de gendarme de ce côté là, c'est-à-dire côté du mur. Sur cette photo tu peux voir le chapeau gendarme que j'ai fait donc du côté de l'évacuation du lavabo. Donc là ce chapeau gendarme là je l'ai fait comme je le faisais en auto-formation. Celui-là je l'ai pas fait du côté du mur, et là tu peux voir donc les deux autres chapeaux gendarmes qui passent derrière l'évacuation du chauffe-eau électrique. Donc j'ai commencé par cette partie là, après j'ai fait ça, après j'ai fait le piquage ici là, donc ça c'est un tube en recuit je crois de 12. Donc là on peut voir qu'il y a des GCU 243 à braser, donc brasage tendre, et en dernier j'ai fait donc cette cuillère et le raccordement pour le cumulus. Quoi non, c'est pas tout à fait ça que j'ai fait en dernier j'ai fait ce petit bout là de multicouche là. Donc là tu peux voir que le chapeau de gendarme je l'ai bien aligné là, c'est pour ça qu'ici j'ai coupé, c'est à dire que la méthode que j'ai utilisée là pour faire les chapeaux gendarme, je l'ai fait avec la méthode chantier, c'est à dire que je n'ai pas tracé des purs, donc la méthode chantier j'ai fait des vidéos dessus, hein, t'as qu'à aller regarder. Pour faire un chapeau gendarme pile poil à l'axe ici, et puis derrière la même chose, et bien ici j'ai coupé, comme ça m'a permis d'ajuster le chapeau gendarme. Ici le piquage je l'ai fait foré, recuit et pince en boiture, donc là-dessous aussi j'ai fait une vidéo, c'est à dire le faire avec l'appareil à faire les piquages, donc le faire avec l'extrudax, il y en avait qu'un pour 15, donc j'ai pas bataillé, foré, recuit, pince en boiture. Au moins les choses sont faites. Bien sûr, avant de façonner le cuivre, j'ai d'abord placé le PVC. Donc ça c'est du 32 je crois, ça c'est du 40 il me semble. Donc là on voit que le PVC il pendouille un peu là parce que le PVC n'a pas été collé. Alors je sais pas si c'était demandé ou pas, mais en tout cas on n'avait pas de colle, donc on pouvait pas le coller. Toutes les brasures je les ai faites en position. Donc là où ça s'est mal passé c'est ici là. Ici là, donc là je fais mon coude à 90, bon là ça va. Et ici là, donc j'ai fait une baïonnette. Et là j'ai raté ma baïonnette. J'ai raté ma baïonnette parce qu'à un moment donné j'étais sur la cintreuse établie, et donc au lieu d'avoir la côte à droite j'avais la côte à gauche, et donc lorsque l'on cintre avec la côte à gauche, la technique de cintrage c'est pas tout à fait la même, et je me suis planté sur un report de côte, ce qui fait que j'avais un décalage de 2 cm sur la baïonnette là. Donc là quant à ça il faut recuire le coude de la baïonnette, et après prendre le ressort, et avec ce ressort là et bien tu peux récupérer tes 2 cm, c'est-à-dire que tu refaçonnes le coude. Donc c'est hyper important d'avoir des ressorts, parce que quand tu rates ton cintrage au cuivre, comme ça a été mon cas ici, et bien tu peux récupérer ta pièce, car tu ne pourras pas recentrer une nouvelle pièce parce que t'as pas assez de cuivre à l'examen. T'as pile poil ce qu'il faut pour faire le travail avec 10 cm de rab. Donc si tu rates ta baïonnette, tu es obligé de récupérer ta baïonnette et de la modifier. Donc ici tu vois que j'ai coupé le tube ici là, et je pense que j'ai dû faire ça parce que faire tout le cintrage sur le même tube c'est possible, mais là il faut que je trace les épures, que je passe un peu plus de temps, et bon là avec l'examen j'avais trop la pression à cause de l'acier qui m'a fait perdre énormément de temps, donc je voulais absolument finir dans les temps, donc que j'ai aligné quoi. Parce qu'après quand t'es à la bourre tu te rends compte que le but c'est de finir l'installation et de pouvoir la mettre en eau. Parce que tu vois là, les traits qu'il y a ici là, ça c'est les traits où les tuyaux auraient dû passer. Donc le problème qu'il y a là, c'est que tu vois quand tu sors d'un chapeau gendarme et que tu dois enchaîner directement ici là, avec une cintreuse établie, ça c'est impossible à cause d'un cintrage. Donc là il aurait fallu faire le coude à chaud, soit au ressort, ou comme un collègue l'a fait, je le montrerai plus tard, au sable. Donc moi quand j'ai vu ça, j'ai pas bataillé, j'ai été plus loin, boum, je suis parti sur la cintreuse établie. Donc là, tu vois, j'ai pas respecté les codes qui étaient demandés à l'examen. Bon, après, j'ai pas été le seul. Parce que le cintrage à chaud au sable, moi je l'avais fait un peu en auto-formation, mais on l'avait jamais vu, tu vois. Et comme j'ai dit, quand t'es en examen, tu fais que des choses dont t'es sûr de bien savoir les faire, et t'es sûr du résultat, parce que tu peux pas improviser en examen. Il faut que ça déroule, t'as pas le temps. Donc là, je me suis dit, tant pis pour les codes, je fais un coup d'ici, boum, je monte. Donc là, au niveau des codes, j'étais pas bon. Et donc, celle-là, après, je l'ai faite à côté de celui-là, pour que ce soit plus joli. Voilà, le piquage, je l'ai pas fait ici, ça aurait fait un trop grand décalage, ça aurait fait dégueulasse. J'ai fait mon piquage ici, donc toujours avec la méthode foré, recuit,
pince en voiture. Donc là, pareil, là, ça n'a pas été le bon jour sur le cuivre. J'ai aussi raté le coude ici au niveau de la cote, c'était pas bon parce que là, c'est difficile de prendre des cotes précisément, tu vois. C'est pas évident là quand t'es dans l'air comme ça là. Après, quand tu as des problèmes, souvent les emmerdes s'enchaînent quoi. C'est comme ça. Donc là, pareil, j'ai dû prendre le ressort pour récupérer mon coude. Et donc là, malheureusement, je l'ai vu qu'à la fin, mais c'était trop tard. Tu vois, mon collet il est ici. Donc ça, c'était une grande erreur. J'aurais dû mettre mon collet plus bas ici. Pourquoi? Parce que là, lorsque j'ai fait ma cuillère cuivre là, donc le dessautage, donc là j'ai une barre droite là. Et tu vois qu'ici il n'y a pas de collier. C'est-à-dire que quand je l'ai faite un peu, je vais pas dire à l'œil, mais si j'ai contrôlé à l'œil. Ce qui fait que quand je l'ai raccordé ici, et bien ma cuillère là, elle a un gros défaut là. D'ailleurs, on voit que ça lorsqu'on la regarde de côté. Donc là, on le voit bien le défaut. Le tuyau là, il est décalé de, je dirais un demi-centimètre. C'est-à-dire que le tuyau, il ne va pas assez en profondeur. Donc là, en plus, là, je sais même pas si j'avais recul là, parce que ça, je l'ai fait à la sauce établie. Donc là, en voyant ça là, j'aurais dû recuire ici, prendre le ressort pour aller plus en profondeur, pour après remonter là. Et donc là, j'aurais dû mettre un collier ici, ça m'aurait permis de bien voir que les deux tuyaux soient bien du même niveau. Et là, c'est pas le cas. Là. Mais après, une fois que j'ai vu ça à la fin de l'examen, bon, c'est trop tard quoi, je touche plus, tant pis, esthétiquement, c'est pas ça, mais au moins c'est étanche. Et puis surtout, je peux faire la mise en eau. Tu vois la mise en eau là? Parce que pour faire la mise en eau, comme j'ai dit, j'ai des collègues qui n'ont pas pu faire la mise en eau et qui ne pouvaient pas faire la mise en eau. Parce que pour faire la mise en eau, ici là, il faut que tu aies soudé un GCU 243, il faut que tu aies mis une vanne, parce que c'était demandé à l'examen, pour pouvoir après, donc là en plus il fallait mettre un mamelon, ou après ça dépend de la vanne que tu avais, pour pouvoir après raccorder un flexible, donc en PER, pour pouvoir y mettre de l'eau. Et après, par le biais de cette vanne là et de cette vanne là, après tu pouvais remplir en eau la partie acier. Car bien sûr, l'eau passe ici, passe là, passe dans le dessautage, passe dans le radiateur, repasse ici, passe là, et après tu as les purgeurs d'air. Donc l'eau passe aussi à travers le disconnecteur là. Alors pour la petite anecdote, en formation, on n'a jamais utilisé le multicouche et on n'a jamais sorti des raccords pour le multicouche. La première fois où j'ai sorti des raccords en multicouche de ma vie, ça a été le jour de l'examen. Donc heureusement qu'il n'y avait pas grand chose à faire, parce que là où j'étais, il n'y avait pas de sertisseuse, donc il y avait rien du tout. Donc voilà, le jour de l'examen, j'ai fait ça. Donc après, tu vois, c'est pas très joli, mais bon, si le jury m'avait dit quelque chose, je lui aurais dit que, bah, écoutez, moi le multicouche là, j'ai découvert le jour de l'examen, car en formation, on ne l'avait pas vu. Bon après, le multicouche c'est pas compliqué, mais bon, plus tard dans la vidéo, ce que je vais te montrer les installations des autres collègues, c'est qu'il y en a qui ont fait des choses beaucoup plus propres. C'est-à-dire que moi là, mon tuyau cuivre, il va trop haut avec la vanne, ce qui fait qu'avec le cintrage, tu vois, je sens le tuyau, mais je suis obligé de redescendre pour récupérer le disconnecteur. Je rajouterai que sur le cuivre, en tout cas au niveau du chauffe-eau électrique, il fallait faire les raccordements par le biais de collets battus. Collets battus que j'ai réussi du premier coup, c'est-à-dire que si le jury m'avait demandé de démonter donc mes raccords pour contrôler mes collets battus, les collets battus étaient bien faits, c'est-à-dire que la portée plate prenait toute la largeur de l'écrou. Et je vais rajouter que pour l'esthétisme, donc ça c'est très important le jour de l'examen, j'ai nettoyé toutes les brasures, j'ai frotté toutes les brasures que j'ai faites avec de la laine d'acier. Donc ça c'est ce que j'ai fait donc le jour de l'examen. Cette installation là, donc ce que j'ai fait m'a permis d'avoir le titre professionnel d'installateur en thermique et sanitaire. Donc avant d'aller voir les cabines des autres collègues, je vais montrer la cabine d'un autre collègue. Et ce que je vais montrer là, c'est surtout ici, là où il y a mon curseur de souris. C'est, donc tu vois les cintrages là, donc il part comme ça, il part comme ça, il part comme ça, et là il part sur un cintrage très serré. Et surtout ici, là, il fait un chapeau de gendarme. Donc son chapeau de gendarme n'a pas une forme conventionnelle par rapport à un chapeau de gendarme que tu fais sur la cintreuse établie. Il part comme ça, et là tu vois qu'il fait un beau chapeau de gendarme comme ça, qu'il enchaîne directement avec un coude à 90 degrés. Donc ça, pour faire ça, il n'y a qu'une seule technique qui permet de faire ça, c'est le cintrage à chaud au sable. D'ailleurs, c'est le seul qui a cintré au sable. Parce qu'il maîtrisait bien cette technique là. Donc ce que je veux montrer là, c'est que quand tu dois enchaîner un coude à 90 en sortie d'un chapeau de gendarme, soit tu chauffes et tu le fais au ressort, ou soit tu le fais directement au sable. Et donc je montre cette photo là, parce qu'il y a un truc qui m'a dégoûté dans cette formation là. Tu vois là, il a pris une barre de cuivre là, et tu vois qu'il n'a pas fait d'emboîture. Il a fait tous ses cintrages sur la même barre de cuivre. Il y a quelque chose qui est difficile à faire. Moi, j'ai jamais réussi à le faire. Après, j'ai pas pu m'entraîner beaucoup parce que le cuivre, ça coûte cher. Et à un moment donné, là où j'étais, il y avait plus de cuivre. Donc, pour s'entraîner, t'as besoin d'une barre de cuivre. C'est que là, t'as deux tubes en PVC. Et ce qui est très dur à faire, c'est d'aligner le haut du chapeau gendarme avec ce tube en PVC là. Mais d'aligner le haut du chapeau gendarme avec ce tube en PVC là. C'est-à-dire que sur la même barre, sans couper pour faire les adaptations, d'aligner deux chapeaux de gendarme. Donc, malheureusement, le collègue qui a fait cette cabine
cabinet-là, il aimait pas partager ses techniques de travail. Il était quand même très dans le secret, malgré que on était tous en formation. Mais ça, tu vois, ça c'est un truc qui me dégoûte parce que ça c'est une technique de travail avancée et quand tu la maîtrises, eh bien ça fait de belles pièces. Parce que c'est ça, un vrai plombier chauffagiste, c'est quelqu'un qui est capable, avec un tube en cuivre ou en acier, de faire tous ses cintrages sur la même barre, sans faire d'emboîture. Et tu vois, par exemple, ce collègue-là, il a fini 1 heure avant moi, alors qu'il a fait tous ses cintrages à chaud et au sable. Pourquoi? Parce qu'il maîtrisait bien les techniques, donc tout ce qu'il a fait, il a réussi du premier coup. Et c'est pareil pour l'acier, tout ce qu'il a fait, il a réussi du premier coup. Donc quand tu réussis tes pièces du premier coup, eh bien tu peux enchaîner. Donc c'est pour ça que lorsqu'on te dit que travailler au sable, ça met plus de temps, eh bien non, quand tu maîtrises ton sujet, tu iras aussi vite qu'un mec qui travaille sans sable, c'est-à-dire la cintreuse, mais surtout au niveau esthétisme, tu pourras faire des choses qui seraient impossibles de faire avec une pince à cintrer ou une cintreuse établie. Pour faire ça, et ça surtout, c'est impossible à faire à la cintreuse établie et à la pince à cintrer. Donc c'est très important, si tu fais une formation d'installateur thermique et sanitaire, de t'entraîner à travailler avec du sable et aligner et à enchaîner 2 chapeaux de gendarme sur le même tube, comme ici. Donc là, un petit zoom sur son chapeau de gendarme, on voit il est bien aligné, et sur l'autre chapeau de gendarme. Donc lui, il était doué pour le cintrage, mais c'est vrai que quand tu n'as pas de formateur, et quand tu es en auto-formation, eh bien, apprendre ce genre de choses tout seul, si on te le montre pas, c'est chaud quand même. Voire c'est impossible. Voilà. Et là, ce que je te montre là, même des professionnels, plombiers chauffagistes, ne sont pas capables de faire ça, parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'ils pensent travailler plus vite, n'utilisent que des coudes embrasés, ce qui fait qu'ils savent plus cintrer. Donc ils savent plus cintrer avec les outils de base style cintreuse établie, mais après des cintrages beaucoup plus avancés, plus techniques, comme les cintrages au sable, comme dans ce cas-là. Sur la même barre, tu fais tous tes cintrages. Et donc sur le cuivre, pour faire ça, tu es obligé de passer par le cintrage au sable, pour faire des choses aussi précises et surtout pour pouvoir enchaîner différents façonnages comme là, un chapeau gendarme enchaîné un coude à 90 degrés. Et d'ailleurs, je lui avais fait la remarque, donc c'était un stagiaire, il aurait pu largement remplacer le formateur pour l'enseignement des techniques de cintrage. C'est-à-dire que le gars qui était stagiaire était 10 fois supérieur au niveau compétences professionnelles, au niveau compétences techniques de cintrage. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous demande lorsque l'on fait installateur thermique sanitaire et c'est ce qu'on va nous demander en chantier, c'est de poser que ce qui nous servait de formateur. Et ça, c'est un truc de fou à voir sur le terrain dans le monde réel. C'est comme lorsque j'ai eu un stagiaire montrer au formateur comment on soudait l'acier, ou en tout cas la technique de base pour souder l'acier. Ça, quand tu vois ça dans le monde réel, c'est chaud, c'est très chaud. Que le stagiaire apprenne au formateur le boulot qu'il est censé te transmettre. Ça m'avait fait complètement halluciner. Mais malheureusement, ce stagiaire-là, il aimait pas trop communiquer sur ses techniques de travail. Alors je sais pas si c'était un ancien militaire, mais habilité genre au secret défense, mais dès qu'il fallait lâcher une info, il y avait rien qui sortait, quoi. Ou alors peut-être il avait peur de la concurrence, je sais pas. Donc maintenant, on va voir toutes les cabines de mes autres collègues. Donc les installations qui ont été faites, je ne vais pas les commenter. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est déjà un miracle que certains aient fait ce qu'ils ont fait le jour de l'examen. Car je rappelle qu'on n'avait pas de formateur compétent, qu'on était en auto-formation. Je t'invite à regarder la vidéo Chauffagiste 01, j'en parle un petit peu. Et donc dans toutes les photos que tu vas voir, donc des cabines d'examen, il y en a 2 qui l'ont pas eu. Donc je te laisse deviner quelle cabine ne l'a pas eu, mais il y a un piège, il y a un gros piège même, il y a une cabine. Quand tu vois la photo, tu te dis, lui, il n'a pas eu l'examen. Et en réalité, il l'a eu. Parce qu'il a été très bon à l'oral, qu'il a bien vendu son truc. Alors que les 2 autres ont pas fait une bonne prestation à l'oral.
Donc tu as vu les cabines, donc tu comprends maintenant que l'oral c'est très important. Et quand tu es bon à l'oral, eh bien tu peux avoir l'examen. Parce que là il y en a que 2 qui l'ont pas eu sur 15. Car lors d'un examen, c'est le jury qui décide si tu l'as ou pas. Après, la réponse, c'est-à-dire si tu as ou pas le titre professionnel d'installateur thermique et sanitaire, en principe on ne te le dit pas à la fin de l'entretien final. C'est-à-dire que tu reçois par courrier ton titre professionnel si tu l'as eu, ou sinon tu reçois les CCP, c'est-à-dire les modules que tu as eu. Théoriquement, c'est un peu comme pour le permis de conduire. Si tu l'as ou si tu l'as pas, le jury n'est pas obligé de te le dire, justement parce qu'il y a déjà eu des agressions. Donc ça, il faut le savoir. Après, si ça se passe bien, le jury va te le dire, mais de manière détournée. Il va pas te dire directement que tu as le titre, mais il va te dire ce soir tu peux ouvrir la bouteille de champagne. Donc là, tu comprends que tu l'as eu. Donc ça aussi, il faut le savoir. Moi, j'ai reçu le titre 3 semaines après la fin de la formation. Alors en conclusion, comme j'ai dit dans Chauffagiste 01, le niveau des formations en France tend à baisser. Et donc moi je l'ai pu le constater, hein. La formation dans laquelle j'ai été, le formateur était complètement compétent sur l'acier parce qu'il n'avait jamais travaillé à l'acier. Et sur le cuivre, à part travailler avec l'arbalète, il ne savait pas utiliser une cintreuse établie, une passe incintrée, et même la technique du ressort du cintrage au sable, ça posait un problème. Voilà, parce que quand tu es formateur, il faut être capable d'expliquer à tes stagiaires comment on utilise l'outil et être capable de faire une démonstration, c'est le minimum, que ça soit sur le cuivre et surtout sur l'acier. Car avec le cuivre encore, il y a l'Institut du cuivre qui a fait des fiches, qui a fait 30 feuillets sur le cuivre, donc on a réussi à se démerder, mais sur l'acier, l'information est beaucoup plus rare. Et puis l'acier, si t'as pas les bonnes techniques de travail, tu fais pas grand chose, c'est la misère, en plus c'est long à travailler. Donc c'est très intéressant de savoir travailler à l'acier, mais voilà, c'est vraiment plus technique. Donc si tu tombes un jour sur une formation où c'est vraiment la fête du slip, il faut pas attendre comme nous on a fait 1 mois et demi, 2 mois avant de dire au délégué de voilà, il faut faire quelque chose, d'aller voir la direction pour que ça bouge, parce que là, au niveau compétences, le temps que tu perds en formation, c'est du temps que tu ne rattraperas pas. Et puis moi, j'ai assez pratiqué les entreprises en intérim pour savoir que c'est pas, en tout cas si tu fais l'intérim, c'est pas l'entreprise qui va te former, hein. Ça c'est sûr, parce que pour former, il faut du temps et ça coûte de l'argent. D'ailleurs, dans la formation, il y avait un jeune qui disait j'en ai rien à foutre après la formation, même si elle est nulle à chier, j'irai faire en alternance un CAP avec l'éducation nationale. Tu vois, mais ça c'est pas la bonne attitude. La bonne attitude, c'est tu vas en formation, c'est pour acquérir des savoirs professionnels, des compétences métiers. Donc s'il y a une erreur au niveau du recrutement, au niveau des ressources humaines, il faut le signaler de suite pour que ça bouge. Donc nous on l'a pas fait, c'est-à-dire que le formateur, le gars qui a été embauché, que c'était plus un surveillant qu'un formateur, on l'a gardé pratiquement 5 mois parce qu'il était en CDD, que sa période d'essai était passée et qu'après il y a toute une procédure lorsqu'il y a des erreurs de recrutement pour que l'entreprise ou le centre de formation puisse se séparer de l'employé qui n'est pas compétent dans cette tâche-là. Donc j'en ai parlé un petit peu dans Chauffagiste 01, mais maintenant tu as beaucoup de formations qui s'ouvrent suivant un appel d'offres, c'est-à-dire que si l'appel d'offres n'est pas pris, la formation reste fermée, et si l'appel d'offres est pris, la formation s'ouvre. Le problème c'est que lorsque tu ouvres une formation, eh bien il faut trouver un formateur, et un formateur compétent, tu trouves pas ça comme ça en un claquement de doigts. Donc lorsqu'une formation s'ouvre et que la formation doit commencer à une date déterminée, eh bien au bout d'un moment, le centre de formation va prendre le premier plombier qu'il y a sur le marché de l'emploi qui est au chômage. Et donc voilà, donc nous c'est ce qui nous est arrivé, parce que je me suis posé la question, je sais pas, je suis pas directeur des ressources humaines, mais quand tu embauches quelqu'un, surtout un formateur qui doit transmettre des savoir-faire professionnels à des gens dont certains sont en réinsertion sociale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient avec nous, des jeunes qui étaient en réinsertion, c'est-à-dire qu'ils avaient des troubles du comportement, bon c'était, voilà, ils étaient un peu spéciaux, et donc c'est des gens quand même qu'il faut beaucoup encadrer, en tout cas c'est des gens qui jouent gros par rapport à leur avenir professionnel. Donc quand tu veux contrôler quelqu'un au niveau de ses compétences acier-cuivre, c'est pas compliqué, tu prends un mur, donc dans un centre de formation tu as accès à ça, sur ce mur tu fais tous les traçages, tu poses tous les colliers, donc tu fais en sorte que tout soit prêt pour que le gars qui va être formateur puisse façonner ses tubes en acier et cuivre dans un temps limité. Parce que le façonnage, quand tu maîtrises ton sujet, tu prends tes codes, tu façonnes, voilà, tu déroules. Ce qui est long, c'est tracer, poser les colliers. Donc c'est pas dur à contrôler les compétences de quelqu'un sur ce niveau-là, sur ce sujet-là. Soit le gars sait faire le boulot, et donc s'il sait faire, il va pas se poser de questions, il va exécuter. Et s'il commence à trop réfléchir, ça veut dire qu'il y a un gros souci sur les compétences en technique de façonnage. Parce que le stagiaire que je parlais là, qui était bon en façonnage, lui il se posait pas de questions, il prenait les tracés, il traçait sur ses tubes, il cintrait, basta quoi, et puis il enchaînait quoi. Alors je dis ça parce que le gars c'était un ancien artisan qui avait fait faillite, mais c'est pas parce que t'es artisan ou que t'es un ancien artisan que tu sais façonner le cuivre et l'acier, parce qu'il y en a beaucoup, ils travaillent soit du multicouche ou du PER, ou ils font que des coups d'abrasé, donc tu leur mets une cintreuse dans les mains, ils sont perdus quoi. Donc c'est vrai que à l'oral on peut faire illusion, par contre sur la pratique tu peux pas faire illusion, parce que là il y a un boulot à faire, soit tu fais le boulot, soit tu fais pas le boulot, c'est simple.
simple. Voilà, donc nous on n'a pas eu de bol. Donc si tu fais une formation d'installateur thermique et sanitaire, j'espère que tu n'auras pas la malchance que moi et mes collègues on a eu. Et bon, tu vois que comme je l'ai dit, il y a plein de choses que je n'ai pas vues. Donc je vais te parler des compétences professionnelles que tu es censé acquérir en faisant une formation d'installateur en thermique sanitaire. En tout cas en 2017-2018. Donc ça se base sur 3 grands axes. Réaliser des éléments d'installation de chauffage et de sanitaire, préparer la mise en œuvre d'installations individuelles de chauffage et de sanitaire dans une démarche de développement durable et réaliser des installations collectives de chauffage et de sanitaire. Donc là, je te laisse appuyer sur pause pour lire tout ce qu'il y a sur chacune de ces grandes activités. Donc moi, ce qui m'intéressait surtout, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à apprendre, c'est réaliser des installations collectives de chauffage et de sanitaire. Donc c'est-à-dire toute la partie acier, collectif acier. Et donc là par contre, pas de bol. Là il faut aller un formateur compétent sur l'acier. Donc avant d'aller plus loin, je vais parler de tout ce que je n'ai pas vu dans cette formation là. Ce que je n'ai pas vu, donc sur l'acier surtout. Donc souder en position sur une colonne montante. Colonne montante dans une gaine technique sans avoir la possibilité de tourner les tubes. Donc la question c'est comment tu fais pour souder derrière. Donc ça c'est lorsque tu as 2 tubes près d'un mur, tu peux pas les tourner, tu peux pas souder derrière. Donc il y a des techniques exprès, ça je sais pas le faire. Après souder en position verticale, j'en ai jamais fait. Quand tu soudes en position verticale, tu as une batte de fusion qui tombe. Donc ça, j'ai jamais fait non plus, là, souder des brides. Les tubes au-delà d'un certain diamètre, tu mets des brides, car après, comme ça, tu peux raccorder 2 tuyaux. C'est surtout pour mettre une pompe. Donc le pointage des brides, comment on place une bride et comment on la soude. Donc les piquages en gueule de loup, j'en ai pas fait. Le piquage en V, j'en ai pas fait. Donc je crois que c'est le T130. Le piquage en pied de biche, le T131, j'en ai pas fait non plus. Le T132, je ne l'ai pas fait non plus. Donc c'est 2 courbes qui sont fusionnées. Donc tout ça, c'est du façonnage de l'acier, c'est du travail de l'acier. Même si ça peut s'acheter tout fait, c'est quand même bien de savoir le faire car ça peut dépanner. Donc c'est surtout ça que j'ai pas fait en acier et ça c'est vraiment important parce que ça en entreprise tu peux pas l'apprendre. On te laissera jamais le temps. Donc ça tu dois l'apprendre en formation. Et donc après sur la partie plomberie, le PVC pression on l'a jamais travaillé. Il faut savoir que sur le PVC pression il y a quand même des règles à respecter. Que ce soit préparation de la pièce et temps de séchage. Le multicouche on l'a pas vu. Quoi si on l'a vu à l'examen. Faire une douche à l'italienne, ce genre de choses. Les douches à l'italienne sont à la mode actuellement. Donc si on me demande par exemple chez intérim est-ce que tu sais poser une douche à l'italienne, est-ce que tu sais faire une douche à l'italienne, je dirais non, je sais pas faire, j'ai pas vu. Alors oui, quand je dis j'ai pas vu, dans le monde professionnel, c'est pas parce que t'as regardé une vidéo sur YouTube ou t'as vu un gars faire une douche à italienne que tu seras capable de le faire dans le monde réel. Parce que dans le monde réel, on va te demander de faire les choses dans un temps donné. Donc ça, c'est hyper important de faire ce genre de choses-là. Par exemple, soit en formation ou si tu fais de l'alternance avec un autre collègue. Mais quand on te paye pour faire une tâche, on te paye pas pour te former à faire ce genre de choses. Donc si tu tombes dans une entreprise qui veut pas te montrer les choses, eh bien t'es dans la merde. Donc c'est pour ça que ça c'est important et ça on l'a pas vu et je suis sûr que ça peut être pénalisant parce que voir faire les choses et faire soi-même les choses ce sont vraiment 2 choses très différentes. Et là où c'est très facile à comprendre ce que je suis en train de dire, c'est lorsque tu regardes un soudeur bosser, un soudeur souder et quand toi tu soudes après, tu te rends compte que il y a un monde. Et c'est pareil pour les WC suspendus, je l'ai pas vu. Tout ce qui est receveur baignoire, les poser dans les règles de l'art, on l'a pas vu non plus. Donc tu vois tous les manquements de la formation, ils sont énormes. Sachant que quand tu fais une formation d'installateur thermique sanitaire, c'est pas pour calculer des pertes de charge, tu vois, c'est pas pour faire même si le cours c'est important, quand tu fais ce métier-là, à la base, c'est pour faire de l'installation, c'est pour faire de la pose. Donc ça, c'est ultra important, ça. Tout ce que je viens de dire là, alors que même si t'as des lacunes en techno, on s'en fout, quoi. Parce que c'est pas ça qu'on va te demander. On va te demander de poser et de faire le boulot. Donc ça, c'est vrai que ça me dégoûte et je sais pas ce que ça va donner lorsque je vais bosser là en intérim. Si j'ai pas de bol, je sens que ça va être la misère. De plus, je rajouterais que si tu as des lacunes en techno, t'achètes un bouquin qui traite du sujet et ces lacunes vont être facilement comblées. Alors que si tu sais pas faire un piquage en pied de biche, eh bien chez toi, tu pourras pas le faire parce que déjà ça s'apprend pas dans les bouquins. Il faut le pratiquer donc dans le monde réel. Et puis pour ça, il faut du matos. Il faut être en maison, il faut avoir un garage, il faut avoir un chalumeau, il faut des tubes acier, quoi. Ça nécessite énormément de ressources. Alors que la techno, voilà, tu te mets dans ta piole tranquille, tu ouvres un bouquin et on n'en parle plus, quoi. Alors que le façonnage, eh bien ça porte bien son nom. Il faut façonner la pièce, il faut la toucher, il faut la travailler. Et là, ça se fait en réel. Et donc pour voir tous ces manquements, donc moi je suis en appartement, je peux pas le faire. Et donc si je veux le voir, eh ben soit je suis en maison et je le fais moi-même. Je m'achète un chalumeau du tube et je m'entraîne chez moi. J'ouvre une petite parenthèse. Le gars qui avait fait les cintrages au sable, chez lui, il avait tout le matériel pour travailler, pour s'entraîner, car il avait l'intention de se mettre à son compte. Donc il avait une cintreuse hydraulique et il savait déjà très bien cintrer l'acier avant d'entrer en formation. Je ferme la parenthèse. Et donc, si j'ai du bol, je pourrais le faire en entreprise s'il y a des gens qui sont bienveillants, qui veulent transmettre leur savoir. Et ça aussi, c'est rare à trouver en entreprise. Donc en conclusion, sur les 15, il y en a 2 qui l'ont pas eu. Et sur les 13 qui l'ont eu, il y en a 2 qui se sont mis à leur compte. Installateur thermique sanitaire, c'est-à-dire en plombier chauffagiste directement. Alors ces gens-là se sont mis à leur compte parce qu'ils avaient un certain âge, comme moi, vers la quarantaine, et qu'ils avaient une grosse expérience déjà dans le bâtiment, dans d'autres domaines, et ils avaient aussi l'argent pour le faire. Donc oui, quand tu fais une formation d'installateur thermique sanitaire,
sanitaire, à partir du moment où tu as le titre professionnel, tu peux aller t'inscrire soit pour te mettre artisan ou soit pour commencer au début se mettre auto-entrepreneur, mais tu peux le faire en tant que plombier chauffagiste. Après, il faut assurer derrière. Donc quand tu regarderas cette vidéo là, ça fera plus d'1 an que j'aurai fini cette formation. Mon objectif c'est de travailler au minimum 1 an en tant que plombier chauffagiste en intérim, car j'ai pas l'intention d'être salarié ouvrier dans ce métier là. J'ai l'intention soit de me mettre à mon compte, ou alors de postuler pour être responsable de site dans la maintenance CVC, car à côté moi je vais faire de l'auto-formation sur la comptabilité par exemple, parce qu'il manque certaines compétences pour accéder à ce type de poste là. Mais bon, vu que maintenant je suis aguerri, j'ai même envie de dire expert en auto-formation avec ce que je viens de connaître là, c'est pas le genre de choses qui me fait peur. Donc tous les manquements que j'ai eu pendant cette formation là, je vais voir si ça va me porter préjudice ou pas, car je commence ma première mission d'intérim là la semaine prochaine. Et donc suivant ce que je vois sur le terrain, eh bien je ferai des petites vidéos en conséquence. J'oubliais, si tu as le choix du centre de formation pour faire cette formation là, renseigne-toi bien sur le formateur, avoir le CV du formateur pour savoir qui tu as affaire. Parce que si tu vas en formation pour apprendre à travailler l'acier et si le gars ne sait pas travailler l'acier, obligatoirement il va pouvoir rien te transmettre sur le plan pratique, sur le plan opérationnel. Donc ça, si tu peux, si tu as le choix, contrôle bien ça. Car après, il sera trop tard quand tu seras rentré en formation. Le temps perdu est perdu définitivement, il ne se rattrape pas. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos, par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.